bienvenue à notre 3e podcast. Hey, déjà 3, j'en reviens pas, ça va tellement vite. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui, le podcast est présenté par Élie Carré, bureau privé d'orthopédagogie et de tutorat avec des pédagogues folles dans c'est ça, j'allais dire, cranky. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, nous allons vous parler aujourd'hui dans le podcast de jeux. Donc, de pourquoi, c'est quoi la pertinence d'inclure le jeu dans notre pratique, comment on peut aller modifier ces jeux-là et on termine. Puis j'en présente une bonne couple, une bonne pile. Donc, on présente nos petits coups de cœur des dernières semaines, je dirais. Puis bien évidemment, c'est pas un podcast exhaustif sur le thème du jeu. Il risque d'en avoir 2, 3, 4, 10. Mais c'est le premier, on espère que vous allez aimer ça. Et aussi, vous allez voir, je pense que c'est le podcast le plus chaotique de la vie du podcast Élie Carré, c'est-à-dire de 3 épisodes. Puis des gens partagent, je suis pas quelqu'un qui a une méga concentration. Je suis gaffeuse et c'est ça. Donc, ce podcast me représente bien. 100%. Donc, non seulement vous allez en apprendre sur le jeu, vous allez découvrir des jeux peut-être éducatifs qui vont vous intéresser, on l'espère, mais vous allez être divertis, vous allez rire, vous allez entendre Margot, vous allez entendre des jeux qui tombent partout et vous allez apprendre à nous connaître dans notre folie. Donc, bonne écoute tout le monde! Allô tout le monde! Donc, bienvenue au 3e podcast d'Élie Carré. Donc, aujourd'hui, notre sujet, ça va être le jeu. Bon, c'est un peu vague, là, mais je pensais qu'on pouvait faire un petit bout de théorie, puis un petit bout pour vous montrer, vous présenter des jeux qu'on utilise beaucoup puis qu'on aime beaucoup dans notre pratique. Exactement. Puis dans le fond, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. J'oserais même, en tout cas pour ma part, j'oserais même jusqu'à dire que c'est un de mes sujets préférés parce que moi, dans la vie, j'adore jouer. Oui. Et pour moi, c'est vraiment important d'introduire le jeu dans la pédagogie, dans le quotidien d'une classe ou même en orthopédagogie. Pour plein de bonnes raisons, là, que ce soit pour les stratégies que les jeux développent, que ce soit pour la motivation, pour plein de bonnes raisons, on ferait bien raide sur le jeu. Oui, vraiment. Puis je pense qu'un des éléments les plus importants, en tout cas, à mes yeux, à moi, par rapport à la pertinence d'inclure les jeux dans la pédagogie, c'est vraiment au niveau de la motivation des élèves. Moi, je le faisais vraiment souvent, surtout dans mes périodes d'atelier, parce que je trouve que c'est un contexte qui s'y prête un peu plus. Mais je le faisais souvent quand j'étais titulaire d'une classe, de vraiment intégrer ça. Puis, tu sais, souvent mes élèves qui se sentaient démotivés, tout ça, avec le jeu, ça l'amenait un vent de nouveauté, ça l'amenait vraiment le côté ludique qui vient chercher, dans le fond, les élèves, parce que qu'on le veuille ou non, des élèves, c'est des enfants. Absolument. Même en 6e année, honnêtement, c'est des gros, pas des gros, j'allais dire des gros bébés, mais... On aime autant jouer, là. Fait qu'imagine, les enfants sont faits pour grandir dans un monde ludique. Exactement. Puis je pense qu'une autre plus-value du jeu dans l'apprentissage, c'est qu'on dirait que ça permet de normaliser l'erreur. En fait, même pas de normaliser, c'est comme s'il n'y a pas d'erreur, on joue. Ouais. Donc, ça déstigmatise le fait de se tromper. On dirait que les élèves sont Ça fait partie de la game. Oui. Donc, tandis que si on fait des exercices, on dirait que ça fait pas partie de ce qu'on est censé faire, des erreurs. Exactement. Malgré le fait qu'on le répète, quand on fait un exercice sur le papier, on veut souvent que ça soit parfait. C'est un peu ça l'objectif. Tout à fait. Dans un jeu, le but, c'est d'essayer ton maximum pour gagner, techniquement. Peu importe si c'est en équipe ou seul. Puis, c'est correct de faire des erreurs, là. Que ce soit dans ta stratégie, que ce soit dans ton choix, on dirait que c'est pas grave. Prochain tour, je me reprends. Parce que c'est comme si c'était pas la vie réelle. On est dans un contexte, un peu comme un contexte de sécurité, un petit cocon dans lequel on a le droit de faire des erreurs, on se permet de prendre des risques. Puis ça, je pense que c'est vraiment un point qui est intéressant au niveau du processus d'apprentissage parce que ça met de côté un peu le désir de performer ou l'anxiété de performance. Puis, dans le fond, c'est vraiment tout le côté ludique et plaisir qui prend la place, qui prend le plancher. Ouais, puis mettons, moi, si je fais un petit throwback dans ma vie personnelle, j'ai déjà travaillé au Renaud-Bré. Fait qu'allô, gang du Renaud-Bré, je vous aime d'amour. Donc, outre les albums jeunesse que j'ai achetés en vraiment trop grande quantité pendant mon travail là-bas, j'ai aussi été là beaucoup dans les jeux, justement. Fait que c'est aussi partie de là, j'ai commencé à en acheter plein pour moi. Je battrai jamais mon ami Joël, mais j'en ai quand même une coupe. Allô Joël, si tu nous écoutes! Ben mieux!
Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que je trouvais ça le fun de voir aussi les jeux pour les plus jeunes. Puis là, c'est tellement rendu populaire, les jeux éducatifs. Il y en a plein. Puis justement, on va vous nommer quelques compagnies québécoises en plus là, qui en font, qui sont super intéressantes. Ah oui, puis tu sais, ça permet vraiment, je trouve, d'amener la notion, on l'a dit un peu précédemment, mais la notion de plaisir dans l'apprentissage. Tu sais, nous, on l'utilise, on va vous en parler un peu plus tard dans le podcast, mais dans notre pratique privée, honnêtement, on fonctionne quasiment que par les jeux. Et en tout cas, je trouve que l'assimilation des notions, le déclic de compréhension, si je peux me permettre ce terme-là, est vraiment présent dans le jeu. Je sais pas si c'est le fait, parce que dans le fond, tu sais, ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que le concept de jeu, c'est vraiment une situation didactique pour l'élève. Donc, lui, souvent, va même pas avoir l'impression de travailler, là. Puis, c'est important, je pense, qu'en tant que pédagogue, quand on l'introduit dans notre pratique, ben, c'est pas de le présenter comme, ben là, on va faire un jeu, mais dans le fond, ce jeu-là, c'est, dans le fond, un travail académique caché qui va te permettre de travailler telle notion. Tu sais, je pense que c'est important, là, tu ris, c'est important. C'est vrai. C'est important de le dire parce que une des richesses du jeu, c'est que oui, l'enfant travaille, mais il n'a pas l'impression de travailler parce qu'il est dans une situation adidactique. Toutefois, c'est important pour le pédagogue. Oui, tu nommes les notions quand même, tu sais, dans le sens, tu vas avoir besoin de telle notion, ou rappelle-toi, on a déjà vu telle notion en classe, tu vas sûrement en avoir besoin lors de ce jeu-là, fait que là, ça fait un lien avec ses connaissances antérieures. Mais c'est vraiment d'insister sur l'aspect ludique, tu sais. Mais c'est important, par contre, pour le pédagogue d'avoir une intention, puis de voir pourquoi on le fait, tu sais. Puis, je pense que c'est important aussi de dire que oui, ça peut être en lien avec des notions, avec des compétences de raisonnement au niveau de la logique pour le raisonnement mathématique, mais le jeu aussi, c'est intéressant pour tout ce qui est au niveau des compétences sociales, au niveau du travail d'équipe, de la coopération. Puis juste l'apprentissage de ses émotions aussi. Oh mon Dieu, des émotions positives autant que négatives. Fait que c'est tellement important apprendre à se gérer, là, surtout en contexte social, dans une école, par exemple. Donc, déjà là, on peut en profiter pour faire un super bel apprentissage pour nos petits cocos que c'est peut-être plus difficile de perdre et les cocos pour qui c'est plus difficile de gagner aussi. Oui, puis je pense que ça peut être une super belle opportunité pour l'enseignant de se promener puis d'observer juste la façon dont communiquent ses élèves. Tu sais, je pense souvent là, dans éthique, le dialogue, là, mais ça, c'est vraiment un contexte réel qu'on va pas nécessairement juste créer pour avoir une note, pour mettre une note dans le dialogue. Là. Puis en plus, ben non seulement ça, mais il y a aussi la compétence à communiquer oralement en français. Puis non, c'est pas vrai que communiquer oralement en français, c'est faire une présentation orale devant la classe. Fait que je suis désolée si je brise un peu ces idéaux là, mais c'est pas vrai que tu as besoin de cette compétence-là, parler devant une classe de gens pour ton futur travail. C'est très rare les gens qui vont avoir à faire ça. Donc, je pense que c'est peut-être pas la bonne explication à donner aux élèves. C'est pas parce qu'ils vont avoir à le faire au secondaire, dans le cadre encore une fois de l'école, qu'on doit le faire. Oui. Puis, tu sais, je pense que ce qui est super intéressant, puis qu'on oublie, là, on divague un peu, mais dans tout ce qui est le volet communication orale, ben c'est l'écoute. Et quel contexte plus authentique et révélateur et réaliste et significatif qu'un contexte de jeu pour voir l'écoute. 100% parce que ça en fait partie justement des critères de la compétence à communiquer oralement. Absolument. Puis ça le dit dans le programme de le faire en contexte réel, tu sais, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que les élèves parlent. Fait que c'est pas une question de faire une fois par semaine avec ta grille d'observation dans la routine du lundi, par exemple, la causerie. J'étais là, la cause jette, je sais pas quoi. Fait que dans la causerie du lundi, pis c'est là que j'ai valu faire attention, tu sais, je regarde comment tu parles là, aujourd'hui, maintenant. C'est pas ça, le contexte réel, en fait. On veut savoir si, dans la vie de tous les jours, comment l'élève s'exprime, s'il utilise des mots appropriés, des mots riches et variés, précis, est-ce qu'il exprime bien sa pensée, etc. Fait que ça peut être un super bon moyen pour regarder ça aussi. Exactement. Puis qu'est-ce qui est vraiment aussi intéressant, encore une fois, du jeu, bien, c'est que le pédagogue qui va l'introduire dans sa pratique, peut varier aussi au niveau des regroupements. Tu sais, ça peut être intéressant de regrouper des élèves qui ont le même niveau, mais ça peut être super riche aussi de regrouper des élèves qui ont des niveaux de maîtrise différents. Donc, un élève peut-être qui a un peu plus de difficulté avec un élève qui a un peu plus de facilité. Puis, ça peut être super intéressant aussi. Donc là, encore une fois, ça dépend de l'intention. Mais je trouve que le contexte de jeu va vraiment permettre
en fait, elle va vraiment ouvrir un éventail de possibilités qui peut être super intéressant 100%. au niveau du processus d'apprentissage des joueurs. Fait que là, on tombe un petit peu dans la théorie. Oui! Élise, J'y vais! c'est quoi la différence? Oui, mais dans le fond, non, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a comme 2 types de jeux. Il y a les jeux pédagogiques et il y a les jeux éducatifs. Le jeu pédagogique, c'est un jeu qui va permettre, en le réalisant, d'apprendre une notion. C'est pas éducatif, ça. Non, c'est un jeu éducatif. Ben, c'est ça. Non, le jeu pédagogique. Restez avec moi, c'est mélangeant. Le jeu pédagogique, Elisabeth, je te le confirme, c'est un jeu qui permet aux joueurs d'apprendre une notion. Donc, c'est pas une notion qui est préalablement enseignée. C'est un jeu éducatif. C'est pas pour rien que c'est moi qui l'ai expliqué, je me mélange tout le temps les deux. C'est un jeu éducatif qui permet, dans le fond, l'automatisation de notions ou de calculs. Puis même toi, dans ton discours, tantôt, tu parlais des jeux éducatifs. C'est souvent ça qu'on va utiliser, c'est les jeux éducatifs. Donc, c'est vraiment, je sais pas moi, on va travailler l'algorithme de la multiplication et là, après ça, on va utiliser un jeu éducatif qui va permettre à l'élève d'automatiser ça et de l'utiliser dans un contexte qui est signifiant pour lui, qui est significatif pour lui. Fait que, ben, c'est ça. Donc, c'est pas mal C'est ça ça. un peu pour la théorie. Puis, qu'est-ce qui peut être intéressant, dans le fond, de faire quand on inclut un jeu? Bien, c'est vraiment d'aller jouer tout au niveau des variables. Parce que, que ce soit un jeu qu'on crée. Des fois, j'ai l'impression qu'on pense que jeu, il faut aller absolument au Renaud-Bré ou dans une librairie pour acheter quelque chose, mais le contexte de jeu... Oui, puis ça, ou, ben là, d'abord, il faut que je le crée. Ah ben là, d'abord, il faut vraiment que je trouve un jeu qui travaille exactement ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait un peu ça le tabou qu'on voudrait briser. C'est peu importe ce qu'on veut travailler, il faut pas nécessairement aller chercher un jeu qui est écrit sur la boîte. Margounette Pouette-Pouette, merci. Margounette, pour ceux qui voient pas la vidéo, qui est en train de dévorer les jeux. Justement, elle aime ça elle aussi. Fait que viens-t'en ma petite fille. Fait que, dans le fond, de défaire un peu cette espèce de pensée-là. Cette fausse conception. Cette fausse conception qu'il faut absolument un jeu où c'est écrit sur la boîte, justement, travaille l'addition des nombres décimaux. Parce que je pense que c'est bien populaire en ce moment là, sur mieux enseigner, la création de jeux, puis c'est super. Ben oui. C'est des jeux justement spécifiques à une notion souvent qu'on va voir. Puis c'est merveilleux, mais je pense qu'on dirait qu'on s'habitue un peu à ça, puis qu'on a comme toujours besoin d'imprimer, plastifier, découper un nouveau jeu pour la notion de cette semaine. Fait que c'est peut-être pas vraiment ça en fait là, qu'on regarde aujourd'hui, mais c'est plus comment intégrer le jeu dans la pratique de n'importe quelle notion en fait. Puis vous allez voir qu'on a différentes façons d'utiliser chacun des jeux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, oui, exactement. Puis, tu sais, ça peut être intéressant aussi des fois de faire construire le jeu par les élèves. Ça aussi, ça peut être une notion qui est intéressante puis qui va vraiment encore plus mobiliser l'élève dans son apprentissage parce qu'il va concevoir un jeu. Donc, ça peut être intéressant de le garder en tête. Mais ce que je disais, mon Dieu, excusez-moi, ce que je disais au niveau des variables, c'est que ça peut être intéressant d'aller jouer sur différentes choses. Puis ce qui est vraiment important de comprendre et de prendre conscience, c'est qu'il ne faut pas étirer une période de jeu ad vitam aeternam. Non. C'est important de l'arrêter au moment, moi je dis tout le temps, au point culminant. Là. Ouais. Au point où on a encore full de fun. Les joueurs ont du plaisir, c'est le fun, l'enthousiasme est là et tout. Parce que quand on va l'arrêter à ce moment-là, ben c'est avec ce souvenir-là que les élèves vont rester. Fait que c'est important. On veut pas que la prochaine fois qu'il est par exemple dans les ateliers de la semaine, on veut pas qu'il fasse ah non, pas encore ce jeu-là. Non, c'est ça. On veut que. On veut pas perdre l'espèce de petite magie justement qu'on essaie d'aller chercher avec les jeux là. Fait que tu sais, il y a vraiment une espèce de courbe là, quand on fait la réalisation d'un jeu. Fait que nous, dans le fond, on veut s'arrêter quand on est rendu en haut de la courbe, qui est dans le fond le point culminant. Par contre, ce qui peut être intéressant quand on remarque que il y a peut-être une petite perte d'intérêt, puis des fois, ça peut arriver quand le jeu, ça fait juste 5 ou 6 minutes, là, ça peut être intéressant d'aller jouer au niveau des variables. Fait que là, dans le fond, je vais regarder un petit peu mon iPad pour pas vous dire n'importe quoi, mais il y a 3 principales variables didactiques qu'on peut aller faire à l'intérieur, en fait, qu'on peut aller modifier à l'intérieur d'un jeu. Fait que quand on est vraiment au niveau d'une notion, fait que vraiment dans un contexte de jeu éducatif, une notion ou une compétence vraiment qu'on veut que l'élève travaille, automatise, on peut aller jouer au niveau de la structure de cette notion-là.
Donc, par exemple, si c'est au niveau mathématique, ben ça peut être au niveau d'aller varier, je sais pas moi si c'est des nombres, ben d'aller varier au niveau des nombres qui vont être utilisés pour le jeu. Ça peut être aussi au niveau des opérations, si jamais on joue en mathématiques, des choses comme ça. Si c'est en français, ça peut être au niveau des sons, au niveau des syllabes. Je donne un exemple méga concret, là. Souvent, on utilise le jeu Serpent-Échelle. Fait que clairement, pas un jeu qui va sortir de l'ordinaire, mais qui à chaque fois, ça va Marounette? Qui à chaque fois va aller sortir le petit wow. Puis il y a pas longtemps, j'ai joué en faisant des additions, par exemple. Donc on brasse 2 dés, faut les additionner, puis c'est de tant de cases que tu avances. Ça peut être de la multiplication. Exactement. On peut multiplier 2 dés ensemble. On peut aller aussi, quand je tombe sur un nombre pair, je résous un petit problème, puis quand je tombe sur un nombre impair, je résous une division. Fait que on peut changer tout simplement là, des petites affaires comme ça dans le jeu, puis ça devient complètement autre chose. Oui, puis ça, en fait, ça permet de susciter, de conserver plutôt, d'alimenter la motivation et l'intérêt là, de l'élève. On peut aussi aller jouer au niveau de l'aspect linguistique. Donc, des fois, juste le vocabulaire qui est utilisé. Si, par exemple, on travaille avec des petits problèmes, on peut aller jouer avec ça. Que ce soit pour complexifier, mais aussi parfois pour simplifier. Puis, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est, je sais pas, moi, mettons, c'est une période de jeu que tout le monde joue, mais en petits groupes. Bien, ça peut être intéressant d'aller jouer sur les variables en fonction du niveau de maîtrise et de compétence des élèves. Tellement. Fait que ça permet vraiment de faire une différenciation pédagogique qui est gagnante et ça permet, excusez Margot, honnêtement, Gab, Margot, ces temps-ci, c'est un démon. OK? Donc, je vous le dis d'avance, c'est sûr qu'elle va nous déranger pendant le podcast, mais ça fait notre charme et ça fait surtout son charme. Donc, on vous remercie de rester avec nous. Désolée s'il y a des petits moments, des fois, qui sont un peu plus chaotiques. C'est la vraie vie. Hein? Ben écoutez, on va se sentir comme dans une salle de classe. Ben exactement! Dans le fond, on vous dépayse pas trop, gars. Exactement. Puis s'il y a des parents qui nous écoutent à la maison, on le sait que c'est le chaos aussi chez vous. Ben oui. Donc, nous autres, on veut vraiment pas que vous viviez un choc culturel. Exactement. C'est vraiment pour vous, que vous soyez confortable en écoutant notre podcast. Et voilà, hein? Puis, il n'y a rien de parfait, certainement pas notre podcast. Mon Dieu, certainement. Donc, oui, des fois, on parle fort, notre micro griche, des fois, Marco ajoute. Ça fait notre charme, on travaille là-dessus, on est débutante, puis on se laisse le droit d'être débutante puis d'avoir du Non, plaisir. regarde. Moi, je trouve ça, regarde, ça fait changement. Ben oui! On laisse la chance d'être parfait aux autres. Nous autres, on s'accepte dans notre imperfection. Mais sinon, ça serait injuste pour les autres. Ben, c'est ça. OK! Mais c'est ça. Bon, Oui. on revient Donc, un petit on peu. revient aux variables. Ce que je disais, c'est que ça peut être intéressant, justement, d'aller jouer au niveau des variables pour vraiment être dans la zone de développement proximal de l'apprenant. On n'est pas obligé de faire tout le jeu au complet. Ben on n'est pas non. obligé de faire, je pense à des jeux vraiment complexes, là. Puis en ce moment, j'ai juste en tête le gros jeu de plateau Harry Potter. Parce qu'évidemment, je suis une fan d'Harry Potter. Puis j'ai jamais joué avec une des parties du jeu. OK, je sais même pas de quel jeu tu parles. Non, mais c'est, mettons, un gros jeu de plateau. OK, là. OK. Puis plusieurs parties dans un jeu de plateau, mais il y a une partie qu'on n'a jamais utilisée dans ce jeu-là en jouant. Fait qu'à un moment donné, c'était comme trop de consignes en même temps. On s'est concentré sur une partie. Puis ça se joue très bien, même si on le fait pas tout au complet comme il faut. Non, c'est ça. Fait que c'est... tu sais, je sais que des fois, on a des petits tocs, là, puis que ça dit, faut faire ça de même, on le fait de même. On mais reste dans notre boîte, hein? oui, souvent, mais comme là, lâchez là votre créativité. Là, si cette section-là déjà n'est pas nécessaire, who cares? On peut l'enlever. On revient encore une fois, je suis fatigante. Je pense que je l'ai dit à tous les podcasts jusqu'à maintenant. On revient à l'intention pédagogique. Si notre intention pédagogique, elle est atteinte, c'est parfait. Puis on fait des choix en fonction de cette intention-là. Puis une autre variable qui pourrait être intéressante, c'est le contexte. Il y a tellement de contextes, de moments dans lesquels on peut intégrer le jeu. Tu sais, on en a parlé un petit peu, mais les ateliers, ça peut être super intéressant de faire. Un petit conseil, puis ça pourrait être un autre sujet, les ateliers, parce que moi, c'est passion atelier. Je pense que c'est un appel à l'invitation. Parler des ateliers. Parce que, écoutez, moi, je pense que j'ai le mot atelier tatoué sur le cœur, mais ça peut être un contexte. Excusez-nous, encore une fois, il est arrivé un petit incident. On revient. Donc, les ateliers, ça peut être un contexte super le fun. Ça peut être aussi en grand groupe avec différents regroupements. Si on a le jeu en plusieurs exemplaires, en plusieurs versions, on peut jouer aussi en grand groupe. Ça peut être super intéressant. Mettons que 4-5 équipes, ben on regroupe des petits, pas des petits, mais en fait, on fait des petits groupes d'élèves et chaque groupe représente un joueur. Donc ça peut être super le fun. On peut même projeter ceux qui ont comme des caméras documents, là, on peut le projeter au tableau interactif. Tellement. Ça peut être super intéressant. Attends, j'ai pas terminé. Je voulais dire aussi, excusez, je suis sur une lancée, aussi pour les élèves qui sont un peu plus rapides, ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser. Tellement. Même des fois en routine,
quand c'est des jeux un peu plus individuels, logiques, ça peut être le fun. Et pourquoi pas inclure des jeux éducatifs dans la fameuse période de jeux libres du vendredi? Ça pourrait être super intéressant de le faire aussi. Qu'est-ce que tu allais dire? Écoute, là, j'ai plein d'idées, là, on me connaît, j'ai jamais une ligne directrice très claire quand je commence, là. Mais voici le premier point. Quand on parle de jeu, là, moi, en ce moment, pour le bien du podcast, là, c'est pas nécessairement un jeu dans une boîte, là. Oui. Okay? Je pense tout simplement, par exemple, cacher des cartes à tâches. Pour moi, ça devient un jeu pour les élèves de les chercher. Fait que, encore une fois, mais simplifier l'idée du jeu. Oui, t'as raison. C'est pas plein de pions avec des dés, des jetons qui tombent qu'on doit ramasser après, puis non, ça peut être vraiment plus simple que ce qu'on pense, là. Ça peut être même pas, ça peut être sans matériel, là. Ça peut être tout simplement un ballon qu'on se passe pour faire des bonds de 5 comptés par bond de 5, là. Je suis désolée, Eric, c'est à toi que je donne cette idée, là. Mais pour travailler les bons 5, puis si quelqu'un manque, c'est vraiment pas grave, mais on recommence du début. Puis là, c'est comme un défi de groupe ensemble. Il faut se rendre jusqu'à 100. Là, j'ai à 100 dans la tête parce qu'on joue au premier cycle. Mais c'est vraiment simple, là, ça prend un ballon. Puis même que des fois, pendant les récrés à l'intérieur, quand on travaillait ensemble, j'allais tout le temps un peu dehors parce qu'il y avait une petite, comment on appelle ça déjà, un petit toit. Un préau! Le préau. Donc, dans la cour d'école où on travaillait, dans notre première école, il y avait comme une section de la cour qui était protégée par un toit. Fait que pour aller prendre de l'air frais avec les élèves, je sortais tout le temps, là, pendant les récrés en dedans, je sortais là, on se mettait en cercle, je sortais un ballon, puis on faisait un jeu du même genre, là, on se lançait le ballon, puis on avait des défis à répondre, on jouait 5 minutes, puis après ça, on remontait, puis il était libre. Fait que ça peut être des bons, ça peut être des additions, ça peut être des multiplications, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être un dé avec les temps de verbe qui est à l'étude dans la semaine, puis on associe, mettons, le numéro 1 au pronom je, 2, tu, puis là, l'élève brasse le dé, puis conjugue le verbe au pronom au temps qui est à l'étude cette semaine-là. Fait que, tu sais, je pense, dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que nous, notre perception du jeu, c'est, dans le fond, relié directement à un contexte ludique. Fait que c'est juste d'essayer de parsemer le quotidien d'une classe avec le jeu, avec l'aspect ludique, pour rendre ça le fun, puis rendre ça intéressant pour les élèves, toujours dans le but de les motiver. Fait que là, je nous dirige un petit peu ailleurs, puis c'est mon moment préféré parce que c'est le moment où je peux parler de mes idoles en mathématiques, les frères Lyons. Ah mon Dieu, vas-y! Si vous les connaissez pas, gang, là, je vous jure, je pense que si je les rencontre, je m'évanouis à terre. Je suis comme un peu en amour, mais je les ai jamais vus. En fait, si tu les rencontres, je te donne le défi, je lance ça dans l'univers. Je te donne le défi de leur demander de te faire un autographe sur le poignet et tu te le fais tatouer. Ma mère, elle écoute ce podcast. Attends, comme les vrais fans de comme les grandes vedettes, les Backstreet Boys. Oui. Mais toi, l'enfant, tu vas faire ça avec les frères Lyons. Bon, fait que mes parents voyaient c'est un défi, j'aurais pas le choix. Donc, un tatou de plus pour Elisabeth, mais elle n'a pas le choix, c'était un défi. C'est ça. Donc, les frères Lyons. Là, de leur prénom, je connais juste Michel. Je suis désolée à son frère, là, votre nom me manque. Mais en fait, parce qu'on les connaît tellement les dans le milieu par les frères Lyons qu'on dirait qu'on sait pas les prénoms. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chers messieurs, pédagogues? D'ailleurs, Michel Lyons enseigne à Sherbrooke. Puis c'était mon rêve, en fait, d'avoir un cours avec lui. Bon, OK, fini pour ma parenthèse personnelle. Ils ont créé une méthode un peu d'apprentissage des mathématiques complètement différente qui est énormément basée sur la logique. Fait que sur la logique mathématique. Puis même moi, au primaire, en fait, j'ai appris comme ça. Là. Moi, je suis très bien reine mathématiques, gang. Là. Ouf, j'adore. T'allais te dire quelque chose? Elisabeth, c'est une mateuse, mais c'est pas ça que j'allais dire. Moi, mateuse, vous comprenez, une amoureuse des maths. Moi, c'est une nouvelle expression. J'aimerais ça qu'on passe ce mouvement-là. Mateuse, hashtag mateuse. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour ceux, peut-être qu'en ce moment, ça dit encore rien, les frères Lyons. Défi maths. C'est direct ça, j'allais dire. C'est exactement. C'était pas clair. Là, les défis maths. C'est sûr, si vous avez notre âge, 25, 26, 27 ans, vous aviez les manuels défis maths avec le personnage, les petits cheveux roux, là. Comment il s'appelait? Mon Dieu, tu me demandes ça à moi? Je sais même pas le nom de mes collègues. Ben, c'est quoi mon nom, Elisabeth? Élie. Exactement! C'est sûr, là, qu'avec vous comprenez, là, quand je parle de petits personnages aux cheveux roux, il n'y avait pas un robot ou un point d'interrogation? Il y avait tout ça! Mon Dieu! Il y avait tout ça! On fait que là, en enfance. Puis pour les enseignantes d'expérience, vous avez sûrement déjà enseigné avec ces fabuleux cahiers. Et pour les nouvelles enseignantes, vous envoyez souvent prendre la poussière dans vos écoles et pas savoir quoi faire avec. Ben là,
Je vous dis, le gang, ressortez ces manuels-là. Là, je suis désolée pour les maisons d'édition, si on baisse vos ventes, on n'a pas besoin là, des petits cahiers à écrire dedans. Tellement pas. Fait que là, en plus... On pouvait les réutiliser. Oui, c'est bon pour l'environnement. Et moi, je te dis, je te vends ça. Hein, si jamais monsieur et monsieur Lyons voulez m'engager comme représentante, I'm all in. J'aimerais ça juste vous lire une mini partie parce que là, ça a vraiment un lien direct avec le jeu. C'est d'un article de Radio-Canada qui est sorti là, en 2020. Puis en fait, il parlait des échecs. Fait que échec, grand jeu oublié, je pense, de notre société, là, mais c'est un jeu, hein? Ça le dit, jeu d'échecs. Puis l'apprentissage par les manuels d'Effimat et ça a commencé en fait avec les échecs. Donc, je voulais vous lire un petit passage. Ça sera vraiment pas long. Donc, c'est la méthode d'Effimat créée par Michel Lyons qui a introduit le jeu d'échecs dans l'apprentissage des mathématiques. Michel Lyons souligne que la pratique des échecs développe la capacité d'analyse et de réflexion des étudiants, de même que leur concentration. Dans ce monde de TDAH, hein, on dit qu'ils sont tous pas capables de se concentrer. Un point de plus pour adopter Effimat. Puis moi, j'aimerais juste ajouter une nuance. En fait, j'aimerais semer une graine de réflexion. Est-ce que c'est les élèves qui sont pas capables de se concentrer ou si c'est pas le contexte dans lequel on les met? Je suis désolée, je voulais vraiment pas partir un débat parce que ça, c'est où on en aurait longtemps à parler. Non, mais regarde, on lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers, on continue. Cette méthode qui peut être utilisée avec de très jeunes élèves, préscolaires, même maternelle 4 ans, là, propose l'apprentissage en commençant par des problèmes les plus simples et en les autorisant à quoi? À faire des erreurs. J'espère qu'on m'a entendu. Erreurs! Pour ceux qui n'auraient pas entendu. Le jeu d'échecs est un des moyens qui permettent, avec l'apprentissage de la géométrie et de l'algèbre, par exemple, de maîtriser les mathématiques. Donc, je suis déjà vendue. Puis, j'amène déjà là, une boîte. Inquiétez-vous pas, je vais tout vous le décrire pour ceux qui sont sur Apple Podcast. Là. Mais dans le fond, c'est qu'à côté de nous, on a une pile de jeux. C'était sûr que ça allait arriver. Ça, c'est les personnes qui nous écoutent en ce moment qui ne connaissent pas Elisabeth. Elisabeth est très maladroite. Donc, elle a décidé d'empiler différents jeux qu'on voulait vous présenter. Mais clairement, c'était comme la tour de Pise. Et il y avait en fait une chute imminente là, qui allait arriver. Et ceux qui ont entendu le vacarme dans le Apple Podcast, donc la version audio, ben c'est le jeu qui a fracassé le sol. Donc ça, c'est du Elisabeth tout craché. Ben écoute, quel serait le podcast sans une de mes gaffes? Je ne sais pas. Mais voilà, là, faut pas que je me dépersonnalise quand même. Reste-toi un, c'est comme ça qu'on t'aime. Là, vous les connaissez tous, surtout peut-être les profs de préscolaire, en fait, je l'ai vraiment plus vu là. Gang du primaire, pourquoi ils sont pas dans nos classes ici? Fait que les filles du présco, vous allez sûrement reconnaître les Smart Games. J'en ai 2 ici. Peux-tu les nommer pour le je vais les nommer ceux que j'ai pris, mais c'est vraiment pas... une préférence. Là. C'est juste, je les avais, c'est eux qu'on a ici. Il y en a d'autres en dessous de la banquette, mais je vous en présente 2 que je trouvais quand même cool. Alerte astéroïde, qui est pour les 8 à 99 ans, donc déjà en partant pour les plus vieux. Ben oui! Ben là, pour nous, c'est des plus vieux, là, au primaire, là. Fait que genre du secondaire, peut-être pas, là. Mais en même temps, ça pourrait peut-être être intéressant d'écrire des jeux. 100%, là, 100% d'accord, là. C'est jusqu'à 99 ans en passant. Et j'ai aussi Code couleur, qui est un autre jeu de logique. Fait qu'en fait, c'est vraiment ça travaille la réflexion chez les élèves, puis un peu la technique de essai-erreur. Hein? Encore une fois, on a le droit de faire des erreurs. Et de normaliser. Wow. Puis moi, juste parenthèse, là, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant dans ces types de jeux-là, qui sont des jeux de type logique et qui travaillent vraiment le raisonnement différemment de ce qu'on travaille généralement à l'école, c'est que... des fois, je trouve que c'est confrontant pour les élèves, mais c'est une confrontation qui est positive. Ben oui. Je m'explique. Souvent, corrige-moi si je me trompe, les élèves qui ont vraiment la facilité en mathématiques, comme les mathématiques sont travaillées en classe, ben souvent, quand ils arrivent dans des jeux de logique, c'est difficile pour eux. C'est un défi pour eux. Ben oui, ils viennent puis ils perdent tous leurs moyens. Puis en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que les élèves, il y en a encore là, qui jouent aux échecs puis qui se donnent. Là. Puis ceux qui jouent. Non, ça c'est la chanson d'Elisabeth. Donc pour ceux qui jouent aux échecs, quand même bien que c'était pas un problème avec des échecs dedans, c'est drôle, ils réussissaient les 2 doigts dans le nez. Puis les autres qui ont 90-100% en maths, complètement désemparés au bord des larmes, lancent leur crayon, pètent la couche. Ouais. Puis ça, quand tu dis c'est drôle, c'est pas drôle, leur réaction. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que premièrement, ça travaille vraiment une logique différente, dans le fond, qui est pas vraiment, ou pas souvent,
sollicité en classe. Puis c'est que, en tout cas, généralement, les élèves qui ont plus de difficultés avec les mathématiques en classe, bien, souvent, c'est une de leurs forces. Fait que, premièrement, c'est super valorisant pour eux. Et pour les élèves chez qui, bien, normalement, les mathématiques, c'est plus facile. Et là, ça devient difficile, ce jeu-là. Bien, je trouve que c'est un bel apprentissage au niveau de la persévérance, au niveau des possibles difficultés et tout ça. Donc, c'est ça. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, désolée encore une fois pour le chaotique. Pour les personnes en audio, Elisabeth vient de passer devant la caméra. Honnêtement, je pense que c'est notre podcast qui va être à vie le plus chaotique. Je prédis, même si ça fait juste 3 podcasts, moi je pense que pour les 150 prochains podcasts, ça va être le podcast le plus chaotique. C'est une semaine serrée en plus, on le fait entre avec le temps qu'on avait. Mais écoutez, on espère être au moins divertissante, OK? Mais à défaut d'être pertinente. Mais non, je ne vais pas jusqu'à dire ça quand même. OK, donc... dernier jeu de logique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Métaforme, qui est, pour ceux qui ne voient pas le jeu en ce moment, une grille 3x3, donc de 9 cases. Puis c'est en fait, je l'aime beaucoup parce que c'est très, très, très travaillé justement dans des grilles logiques. Fait qu'on y va avec des indices, soit même écrites, donc on travaille les inférences en plus des maths, ou des grilles visuelles, donc on dit par exemple, on met un X sur des cases pour dire que l'objet ne peut pas aller là. C'est un peu comme des sudoku. Ça ressemble. Je veux dire, le principe de aller placer par élimination, tout ce qui est le principe de logique à faire pour le raisonnement. Ça ressemble un peu à ça. Absolument. Puis on en voit beaucoup, là, en fait, j'en ai vu beaucoup sur Mieux Enseigné, là, des petits ateliers comme ça de grilles de logique. Des FMAT en utilisent avec justement soit des petits tests, les utilisent avec des jeux de cartes, les utilisent avec des symboles. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup ça, travailler avec ces jeux-là. Exactement. Il y avait aussi des jeux, en fait, il y a une compagnie qu'on affectionne particulièrement et c'est la compagnie Clacotte. Là, en passant, gang, on n'est pas sponsorisé par aucune compagnie, ça serait vraiment notre rêve. Donc, si jamais quelqu'un... Contactez-nous! Voyez, on vend déjà vos produits, imaginez si on était payé pour le faire. Non, mais honnêtement, on vous en parle parce que c'est vraiment des jeux qui sont tellement intéressants, puis c'est vraiment des jeux éducatifs qui permettent le développement de plein de choses. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'âge est bien indiqué, qu'est-ce que ça développe aussi. Le temps. Oui. Hey, on a de la misère des fois à planifier nos affaires, que ça rentre dans le temps, on sait jamais. C'est vraiment, oh mon Dieu, j'ai perdu le mot français, accurate. Ben, c'est vraiment réaliste. Oui. Exactement. Puis, c'est sûr, par contre, on vous cachera pas, ce sont des jeux qui sont quand même dispendieux. Mais dans un petit budget, tu sais, des fois, il y a un budget pour les jeux en fin d'année. Fait que là, il faut arrêter de gaspiller ces budgets-là sans penser au lendemain, parce qu'on sera peut-être pas là le lendemain, là. On peut prendre le temps d'aller acheter des beaux jeux, puis quand même bien que c'est pas nous qui les utilisons. Ben oui. Ça reste dans les classes. Puis quelque chose aussi, puis ça, je l'avais déjà dit sur les réseaux sociaux, mais je vais prendre le temps de le dire en podcast. Il y a une de mes collègues, Laurence, bonjour Laurence si tu m'écoutes, qui m'avait partagé ce truc-là ou ce conseil-là, puis je trouvais vraiment que c'était pertinent. C'est qu'elle, en fait, comme vers le mois de novembre, elle écrivait aux parents des élèves si jamais il y en a qui comptaient faire un cadeau, hein, parce qu'on le sait, c'est pas la majorité, c'est pas nécessaire, mais il y a quand même quelques parents qui, pour Noël, désirent faire un cadeau pour l'enseignant ou l'enseignante. Donc, elle écrivait d'emblée aux parents, disant que si jamais il y avait des parents qui avaient pensé faire une petite attention pour le temps des fêtes, quoique ce n'était vraiment pas nécessaire, mais qu'elle voulait en faire profiter les élèves. Donc, s'il y avait des jeux à la maison qu'ils n'utilisaient plus, des livres et même aussi des cartes cadeaux, que ce soit dans des librairies, des magasins grande surface, qu'il y a des jeux aussi. Fait que ça peut être le fun de lancer ça aux parents. Puis, ben, si vous recevez des cartes cadeaux, ben, ça peut être des jeux qui sont intéressants parce que c'est quand même des jeux qui sont dispendieux, mais quand on a une carte cadeau, ben, on dirait qu'on est comme plus porté à le faire. Ben oui, fait que, puis c'est le fun parce que les élèves vont pouvoir en bénéficier. Puis pas juste les élèves de cette année-là, mais les élèves futurs qui vont venir dans votre classe. Absolument. Donc ça peut être un truc que vous pouvez faire. Puis en tout cas, moi, ça avait super bien fonctionné. Les parents, ils avaient vraiment bien compris le point. On peut faire la même chose pour les livres, en fait, là. Si les parents les élèves ont des livres qui traînent à la maison, qui ont déjà été lus, qui savent plus trop quoi faire avec. Même chose, là, ça peut très bien s'offrir à la classe de vos enfants en cadeau. Là. Puis tu sais, on va se le dire, des fois, le chocolat, les tasses, c'est super le fun! Mais c'est parce que des fois, on en a beaucoup. Fait que ça peut faire changement d'avoir des jeux. Pour moi, jamais assez de chocolat. Mais je peux comprendre, ça fait beaucoup des fois. Oui.
Pour ta santé aussi. Tu sais, des fois, on peut se laquer sur le chocolat et avoir des beaux jeux éducatifs. Fait que je pense déjà, premièrement, là, je tiens à dire que pas mal tous les jeux travaillent notre logique d'une certaine façon. Ben oui. Mais lui, spécifiquement designé pour travailler la logique, le logico-mathématique. Ça, là, c'est comme notre coup de cœur. La plus récente, là. Ouais. Quelle belle découverte. Oui, encore une fois, de Placotte, on est encore avec cette maison d'édition-là. Donc, les créatures énigmatiques. Donc, c'est le nom du jeu, si vous le cherchez, que vous nous écoutez seulement par l'audio. Dans le fond, là, je vous lis ce qui est un peu sur la boîte. Donc, effectivement, ça travaille le raisonnement logique, comme je viens juste de vous le dire. Ça travaille les nombres et les mathématiques. Et ça travaille aussi la mémoire et l'attention. C'est quand même toutes des choses qu'on a déjà nommées dans les jeux de logique. Donc, c'est plein de petits problèmes. Donc, déjà, en partant, ça peut travailler la résolution de problèmes. Parce que ce qui est difficile, c'est de comprendre de qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, ce que j'allais dire, c'est que ça travaille tellement à la lecture aussi. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, souvent dans une résoudre ou un raisonner, ce qui est difficile, c'est pas nécessairement les calculs à faire, mais comprendre c'est quoi l'histoire derrière le problème, analyser, traiter l'information, aller chercher l'information nécessaire. Ça, c'est de la lecture. Puis ça travaille aussi le vocabulaire. Tu sais, des fois, il y a des mots que les élèves vont pas comprendre quand on joue avec eux. Donc, c'est tellement un jeu interdisciplinaire qui travaille plein de choses. Honnêtement, là, wow, courez vous l'acheter! 100%. Donc, ça ressemble à ça, c'est très cool, testé et approuvé. Par nous et plusieurs de nos élèves. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est jusqu'à 15 ans. Oui! C'est comme de 8 à 15 ans, mais oui, honnêtement... je te dirais, on a joué, là. T'as quel âge, Elisabeth? Moi, j'ai 25 ans, un quart de siècle. Un quart de siècle, moi j'ai 26 ans. Donc, je suis la plus vieille d'entre nous deux, si vous le demandez. Et c'est vraiment cool comme jeu. Ouais. Vraiment. Puis on a travaillé, là, ça a travaillé nos neurones aussi. Là, tu sais, si jamais il y a des orthopédagogues qui nous écoutent dans les écoles, là, ça peut être tellement le fun. Regardez si vous avez un budget pour ça. Tu sais, vous pourrez l'utiliser là, à tous les niveaux confondus quasiment parce que c'est vraiment graduer les problèmes par niveau de complexité. Donc, encore une fois, on a une belle différenciation pédagogique qui est possible. Des variables, tout ça, c'est vraiment intéressant. Prochain jeu, Elisabeth. Après ça, prochain jeu d'une autre compagnie. Donc, la compagnie Mon Amo. Donc, une autre compagnie quand même assez populaire, je trouve, mais souvent, j'en ai plus vu en français, mais je continue dans la thématique mathématique. Oh, ça rimait. Oh, je suis fatiguée. Je continue dans la thématique mathématique. Non. Ça aussi, ça fait... On me reconnaît ici. Tout le monde, j'aimerais qu'on prenne un moment en silence, solennel, pour moi, pour en fait reconnaître ma force intérieure que j'ai d'endurer Elisabeth quotidiennement. Mais comme on dit, merci. Qui se ressemble, s'assemble. Pas de commentaires. Parfait. On peut continuer. On continue. Donc, vraiment, tout petit jeu rapido presto ici. Oui, 5 minutes. Puis, honnêtement, si vous voulez l'étirer, c'est très possible de l'étirer en changeant quelques variables didactiques. On n'a pas nommé le jeu pour ceux qui sont en audio. Après ça, elle dit que c'est juste moi. En tout cas. C'est parce qu'on est vendredi, on l'enregistre. Un vendredi, on est un petit peu fatigué. Donc, le jeu... que je passerai ma fin de semaine à l'éditer aussi. OK. Alors, le jeu, Opération Cervelle! Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est tout le contexte, c'est la mise en situation. Tellement. C'est une situation apocalyptique. Je l'ai bien dit? Oui. Wow! Bien sûr, OK. Une situation apocalyptique dans laquelle il y a des zombies qui ont envahi comme la Terre. Ouais. Et là, le joueur est comme la seule personne qui peut sauver l'humanité. Aucune pression ici. Pour ce faire, elle doit désamorcer une bombe qui a été mise, en fait, par les zombies méchants. Et pour savoir quel fil tirer, ils doivent résoudre des opérations, trouver des terres manquants et tout. C'est tellement le fun, c'est un contexte ludique, c'est merveilleux. En ce moment, je te regarde comme ça parce que j'ai réalisé que j'ai vraiment pas raconté ça à mes élèves comme histoire. Mais c'est ça! Ouais, mais j'avais comme pas vraiment lu avant. Ah mon Dieu! Comme je vous dis là, que je lis pas tout le temps tous les règlements, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et je trouve un jeu à faire. Mais encore une fois, est-ce que ton intention pédagogique est atteinte? 100%. Et voilà. Mais je trouvais ça vraiment bon quand tu disais, je vais prendre l'histoire, là, maintenant que je la connais. Mais c'est ça l'histoire. Oui, mais c'est vraiment fun. C'est vraiment comme une bombe qu'il faut qu'il enlève, qui tire des fils. Moi, j'y allais avec la bombe pour pas faire exploser le local parce que là, il y avait, tu sais, tout le monde était dans le local. Ben oui, en tout cas. Bref, ça posé. Mais en fait, c'est ça qui est beau des jeux, gang. C'est qu'il n'y a pas une bonne façon de les faire avec nos élèves. Puis honnêtement, en tant
que pédagogue, quand tu le présentes, tu y crois, là, mais les élèves y embarquent, c'est sûr. Fait que c'est très, très cool. J'ai aussi découvert ça avec un élève l'autre fois, pour ceux qui le voient en ce moment, c'est que la bombe, elle s'ouvre pour le vérifier après. Ben oui. Mais je savais pas. Fait qu'on a tout de suite une rétroaction immédiate. Mais c'est nous, on les tirait, puis à la toute fin, on regardait si les fils qu'on n'avait pas enlevés faisaient exploser la bombe. Mais en gros, là, si je le décris plus verbalement, là, parce que je pointe bien les affaires en ce moment, mais on a comme des petites cartes avec des questions mathématiques, puis ça va vraiment de tout genre. Là. Moi, quand je sais qu'est-ce que je veux travailler, je prends la peine de feuilleter les cartes puis de les pré-choisir, les choisir au préalable, puis je choisis qu'est-ce que je voulais travailler cette soirée-là. Ça peut être de la décomposition, ça peut être du dénombrement, ça peut être terme manquant, ça peut être de la géométrie, plein d'affaires. Donc, j'ai choisi vite. Quand je veux faire plus qu'une partie, vu que c'est juste 5 minutes, des fois je veux en faire 2 ou 3 même, je prépare déjà mes cartes d'avance pour que le changement soit très rapide. On insère les petites cartes dans chacune des pochettes qui cachent la réponse. Chaque pochette de couleur correspond à un fil à retirer, déconnecter ou à laisser en place, il ne faut pas y toucher. Qui est dans le fond, ça, l'élève va savoir s'il doit déconnecter ou non le fil en fonction de sa réponse. Exactement. Donc, si jamais il y a, je sais pas moi, ici j'ai la question « Comment peut-on décomposer le nombre suivant » qui est 33. Donc, la première réponse est de 29 plus 4 qui dit d'enlever le fil. Et la deuxième réponse est de 37 moins 3 qui dit de ne pas toucher au fil. Donc, dans le fond, c'est des questions à choix de réponse. Oui. Et en fonction de sa réponse, l'élève va savoir s'il doit enlever le fil ou non. Et comme a dit Elisabeth, quand on ouvre la bombe, il y a vraiment une rétroaction immédiate qui permet de comprendre si on a eu bon ou non. Et même d'après ça, d'aller comprendre nos erreurs parce qu'on peut aller voir les cartes qui contient des erreurs puis aller les comprendre. Donc, pourquoi c'est pas telle réponse, mais plutôt l'autre. Absolument. Ça peut être super intéressant et ça peut être le fun de le faire. Là, nous, c'est plus dans un contexte de pratique privée, mais mettons en classe, en sous-groupe, ça peut être le fun parce qu'il doit y avoir consensus. Donc là, on va travailler tout au niveau de l'ouverture d'esprit, l'écoute, de considérer l'opinion des autres. Ouais. Donc, toutes des belles capacités qui vont leur être utiles à n'importe quel moment dans leur vie. Donc, ça travaille plein de choses en même temps. Puis ça peut être en grand groupe, en routine mathématique avec votre petite caméra document. Ben oui. Puis on peut voter. Mettons, lève ta main si tu penses que c'est ça, lève ta main si tu penses qu'on doit déconnecter le fil ou pas. Puis là, pas le choix d'y aller avec la majorité. Let's go les débats de la classe. Puis là, on peut demander aux élèves si c'est trop séparé, mettons, là, comme réponse, là, comme vote. On peut demander à un représentant de chacun des partis d'expliquer leur réponse. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'on devrait déconnecter le fil ou pas? Puis qu'est-ce que ça l'apporte, en fait, ce que tu nommes, qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet à l'apprenant de verbaliser son raisonnement mathématique. Il y en a chose que je pense qu'on fait... En tout cas, moi, pour ma part, quand j'étais titulaire dans le contexte de classe, je trouve que c'était difficile de trouver des occasions authentiques, réelles, qui permettaient à l'apprenant de le verbaliser. Donc, de faire ça, j'essaie de te convaincre de ma réponse. Donc, je dois te verbaliser mon raisonnement. Je vais verbaliser mon raisonnement en utilisant du vocabulaire mathématique adéquat. Si je suis capable d'utiliser ce vocabulaire-là, c'est parce que je le comprends. Et donc, quand je vais le rencontrer dans un problème, je vais le saisir. Donc, voyez-vous toute la richesse, la pertinence que ça peut apporter. Et c'est un jeu, là, on a du fun en faisant ça. Là, c'est pas genre, là, explique-moi ton raisonnement. Parce que c'est ça la réponse. Non, explique-moi comment t'es venu là, la réponse. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait le calcul, c'est ça la réponse. Là, tu vois, ça évite cette chicane-là entre les élèves. Dans le fond, là, c'est que ça permet à l'élève d'avoir un contexte réel. Puis c'est là qu'il va s'engager, qu'il va être motivé. Parce que pour lui, c'est pas... OK, on fait assemblant de, on fait comme si de... Non, c'est un contexte réel. Là, il veut te convaincre. Donc, c'est réel pour lui, c'est significatif. C'est ça qu'il va s'engager. Puis c'est là qu'il va y avoir une rétention des apprentissages. Parce que c'est un contexte réel. Puis c'est ça qui est intéressant avec les jeux que j'ai pas nommés préalablement, la conscience disciplinaire. La conscience disciplinaire, c'est que l'apprenant va être capable de dire, OK, cette notion-là ou cette compétence-là, concrètement dans mon quotidien, à quoi ça me sert? Ça me sert pas juste à avoir une note au bulletin, passer ma 6e année, m'en aller au secondaire. Non, c'est en l'utilisant dans un contexte de jeu, un contexte qui est proche de la réalité de l'enfant, ça lui permet de donner une utilité réelle et concrète à la notion. Absolument. Et c'est là que la rétention des apprentissages, la mobilisation de l'engagement va être au rendez-vous. 100%. Là, si je tombe un petit peu dans nos jeux français, là, une super découverte que j'ai faite en travaillant justement au Renombré, je l'avais la version pour adultes qu'on voit d'ailleurs dans le podcast qui est en bas, mot pour mot. Je me trompe tout le temps dans le petit mot qu'il y a ici. Là. Donc, c'est pas mot à mot, mais bien mot pour mot. Donc, excusez, je suis vraiment fatiguée. On a une petite planche au milieu avec certaines lettres de l'alphabet
Il ne les a pas tous. Exemple, il n'y a pas le A, il n'y a pas le E, il n'y a pas le Q de mémoire. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette lettre-là, ça sonnait vraiment intense dans le micro. Mais tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que dans le fond, le jeu, je vais prendre le relais un petit peu d'Elisabeth. Le jeu, en fait, c'est de piger une carte qui a une catégorie et l'élève ou le joueur doit en fait formuler un mot qui va appartenir à cette catégorie-là. Puis là, quand je travaille avec mes élèves, je modifie un petit peu le jeu, par exemple, en travaillant une certaine classe de mots. Donc, surtout en travaillant l'adjectif et le nom commun, je vais choisir juste des noms communs. Ça fait comme un critère de plus, une consigne de plus au jeu. Puis avant même de déplacer les lettres sur le plateau, ils doivent le chercher dans le dictionnaire Eureka. Donc, moi, ça, c'est toi qui as ajouté oui, exactement. ça. Oui, exactement. C'est pas écrit acheter un dictionnaire Eureka puis jouer avec. C'est parce que je voulais qu'on se familiarise avec le dictionnaire Eureka, outil que je serais prête à vénérer aussi. Puis, plus on a de la facilité à chercher dans le dictionnaire Eureka, plus on veut y aller. Plus on veut y aller. Donc, c'était vraiment pour pratiquer ça. Que je l'utilisais, que je l'intégrais dans ce jeu-là. Et encore une fois, je vais faire ma fatigante, je vais me répéter, mais d'aller inclure l'utilisation du dictionnaire Eureka dans ce type de jeu-là, mais ça permet à l'élève de voir une utilité concrète du dictionnaire. Et de voir son... oh mon Dieu, j'ai perdu le mot. Quand moi, je le fais, là, c'est un exemple. La procédure, le référentiel, la modélisation. Modélisation! Mon Dieu, j'avais l'impression qu'on jouait à un jeu. Mais oui, c'était bon! On est-tu concept ou on l'est pas? OK. Donc, ça permet en même temps de le modéliser. Ouais. Parce que moi aussi, je le cherche, là. Je vais pas faire toi, cherche le mot. Ben moi, non. je le cherche pas, là. Voyons. Fait que moi aussi, je vais chercher le mot dans le dictionnaire, puis je mets un haut-parleur sur ma pensée. Donc là, en même temps, ça permet de, si l'élève n'est pas encore 100% à l'aise, de voir à chaque coup comment l'utiliser. Mais dans le fond, c'est qu'on est vraiment dans l'enseignement explicite que tu nommes. Exactement. On est dans la modélisation, dans la pratique guidée, puis éventuellement dans la pratique autonome. Puis, tu sais, la pratique autonome, ben, ça va être dans un contexte peut-être d'écriture qui va être intéressant. Mais tu sais, c'est important de prendre le temps de montrer à l'élève comment l'utiliser, puis de le faire dans un contexte de jeu. Absolument. Ça rend le tout ludique, plaisant. Puis je suggère, bien évidemment, je pense qu'il est sorti après, là, il n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça, mais la version pour jeunes, là. Ouais, junior, là. C'est écrit où? Ben, en tout cas, là, la version junior, là, qui est comme plus petite que la grosse boîte bleue, là, est un petit peu plus, plus petite, là. Donc, parce que les catégories, en fait, sont un peu trop compliquées dans la version adulte, là, quand je jouais avec elle, j'avais d'en enlever beaucoup des cartes. Ici, Fabulous, on aime. Clé en main. C'est vraiment le fun. main. Là, écoute, Elisabeth, je pense qu'il va falloir bientôt terminer, mais ça pourrait être vraiment un autre podcast là, qu'on pourrait faire. Mais, tu sais, moi, il y a un jeu comme ça là, que je pense, il y a le Scrabble qui joue l'écriture des mots, l'orthographe des mots, puis tout ça, ça pourrait être vraiment intéressant aussi. Il y a le jeu qu'on connaît, le jeu Boogle. Ben oui, mais c'est ça, c'était Buggle. Buggle. Pourquoi je dis Boogle? Il y a deux O. Je sais pas. Ah, je sais pas. Buggle. En tout cas, si jamais on a des personnes... Mais non, Google. On dit Google, c'est Google. correct, c'est Boogle. Mais pourquoi on dit Buggle? Mais moi, j'ai toujours dit Boogle, c'est toi qui m'as dit que c'était pas comme ça. Buggle ou Boogle? Moi, je trouve que c'est plus le fun à dire Google ou Google. Tout le monde, dites-le Boogle, puis Buggle. Ben, plus le fun de dire Boogle. En tout cas, bref, ce jeu-là, ça peut être intéressant encore une fois pour voir l'orthographe des mots, Absolument. la conscience phonologique, Absolument. la morphosyntaxe, tout ça. Absolument. Je vous présente le dernier petit jeu qu'on avait dans ma pile qui me permet d'entendre à la semaine longue Élise crier dans le local. Donc, je vous laisse sur ce suspense-là. Le jeu s'appelle Calcul mental, je comprends tout, rêvez en t'amusant, de la compagnie Nathan, donc qui est française. Je vous laisse aller le découvrir. Là. C'est tout petit jeu, tout simple. On peut encore une fois changer plein d'éléments dans le jeu pour convenir à nos intentions pédagogiques. Et en plus, vous risquez d'entendre votre collègue crier. Faire le canard ou faire le chien. Donc, Voilà. on vous laisse là-dessus si jamais vous voulez comprendre. Mais quel est le lien entre calcul mental et jappé? Allez voir ce jeu et vous le saurez. Et là, vous dites, mais moi, j'ai autant de mémoire de poisson rouge qu'Elisabeth. J'ai ajouté hier une petite pastille sur notre Instagram pour aller y insérer les jeux et les présenter. Donc, les images y seront. Voilà. Ils seront là, donc si vous ne suivez pas sur Instagram, Ça serait une bonne raison de le faire. ça serait une bonne raison de le faire, non seulement pour avoir accès au jeu, mais également pour avoir accès à nos jolis visages, pas à tous les jours, mais quand même régulièrement. Et à notre folie quotidienne, parce que c'est ce qui fait notre charme. Donc, avec le coucher du soleil, on vous dit bonne soirée, bonne fin de semaine. Ben, Mais en fait, c'est bonne semaine. Mais en pour fait, vous, on là. le sait pas, c'est quand vous nous écoutez, c'est peut-être Ah. le matin,
c'est peut-être le midi. C'est ça la beauté des balados. Beau moment. Donc, on vous souhaite une bonne continuité. Et voilà. Et on vous remercie d'avoir été au rendez-vous, puis on se voit la semaine prochaine. Bye.